C'est toujours un plaisir de vous savoir fort nombreux devant petits écrans pour suivre cette édition en langue française de la télévision Renaissance. Et bienvenue tout de suite les titres de cette édition. Aujourd'hui, plus que jamais, les droits de l'homme doivent être défendus collectivement, a dit le patron de l'ONU, Antonio Guterres, à l'occasion du 70e anniversaire des droits de l'homme. Cette célébration a inspiré les défenseurs des droits humains burundais qui regrettent que cette journée intervienne au moment où le Burundi est plongé dans une crise sociopolitique caractérisée par de graves violations des droits humains. Les Burundais réfugiés dans le Rwanda voisin sont dans la semaine de commémoration des massacres des Burundais dans la nuit du 11 et 12 décembre 2015. À cette occasion, le président de cette communauté interpelle tous les réfugiés partout où ils sont de se mettre ensemble pour contribuer au retour à la paix au Burundi. Vous aurez plutôt à la fin de ce journal une page culturelle avec un concert organisé samedi, toujours à Kigali, dont le principal artiste était le très expérimenté Gérard Ndikugayo. Voilà pour les principaux titres. Encore une fois, bienvenue. Le 10 décembre de chaque année, les Nations Unies commémorent la journée des droits de l'homme. À l'occasion de son 70e anniversaire, le chef de l'ONU a rappelé que les droits proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme s'appliquent à tous, indépendamment de la race, des croyances, du lieu géographique et de toute distinction, quelle qu'elle soit. Suivez ici le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. For 70 years, the Universal Declaration of Human Rights has been a global beacon, shining a light for dignity, equality and well-being, and bringing hope to dark places. The rights proclaimed in the Declaration apply to everyone, no matter our race, belief, location, or other distinction of any kind. Human rights are universal and eternal. They are also indivisible. One cannot pick and choose among civil, political, economic, social, and cultural rights. Today, we also honor the human rights defenders, risking their lives to protect people in the face of rising hatred, racism, intolerance, and repression. Indeed, human rights are under siege around the world. Universal values are being eroded, the rule of law is being undermined, and now more than ever, our shared duty is clear. Let us stand up for human rights for everyone, everywhere. Thank you. Cette journée arrive au moment où le Burundi persiste dans une crise sociopolitique, une crise alimentée par des discours de haine et des violations des droits de l'homme. Dans sa déclaration, le collectif des avocats pour la défense des victimes de droit international commis au Burundi, il condamne la fermeture du bureau onusien des droits de l'homme par le gouvernement burundais et l'arrestation des présumés commanditaires de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Suivez ici Maître Gustave Nyonzima, il est vice-président du CAVIB. Le CAVIB condamne avec amertume la fermeture du bureau des droits de l'homme au Burundi et on y voit la continuation de la répression des droits de l'homme au Burundi dans un huis clos et loué aussi des observateurs impartiaux. Et pour que l'irréparable ne soit commis, le CAVIB interpelle le Conseil de sécurité des Nations Unies, les États de l'Afrique de l'Est, mais aussi l'Union européenne, afin que les Nations Unies puissent mettre en vigueur sa résolution 2303 de 2016 qui concerne le déploiement de 228 policiers sur le territoire national pour défendre et observer ce qui ne va pas en rapport avec les droits de l'homme. Mais aussi, le CAVIB condamne avec amertume les discours de la haine qui sont distillés par les proches du pouvoir et qui sont propagés sur les réseaux sociaux pour que les vieux démons ne se réveillent, comme ça s'est passé en 1994 dans un pays voisin, le Rwanda. Et en fait, le CAVIB, à cette 70e commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
fustige aussi le rôle de la justice qui est réputé à la sorte du pouvoir quant aux enquêtes et à l'émission des mandats d'arrêt contre les militaires en retraite ex-FAB et contre d'autres personnalités, en majorité de l'ethnie Tutsi, qui sont en train d'être poursuivis par une justice aux allures ethniques, propagandistes et sélectives. On y voit une manipulation de la justice par le pouvoir exécutif. Normalement, tout a été conclu au niveau des accords d'Arusha. On voit donc que cette justice est téléguidée et réputée à la sorte du pouvoir exécutif. On voit que ce n'est pas une affaire judiciaire, mais plutôt une affaire politique. Le journal poursuit. Le Forum pour la mémoire vigilante interpelle les Nations Unies de s'investir fermement dans la prévention et la répression du crime de génocide. C'était dans une déclaration de ce forum à l'occasion de la célébration de la Journée internationale en mémoire des victimes du génocide. Cette journée est célébrée chaque 9 décembre de l'année. Suivez ici Fabrice Nyonguru, il est porte-parole de ce forum. La résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa 69e session du 11 septembre 2015 a proclamé le 9 décembre Journée internationale de commémoration des victimes du crime de génocide, d'affirmation de leur dignité et de prévention de ce crime. Elle invite tous les États membres et les États observateurs, tous les organismes des Nations unies, les autres organisations et régionales et la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les particuliers, à célébrer la journée internationale afin de mieux faire connaître la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et le rôle qu'elle joue dans la lutte contre le génocide et la prévention de ce crime défini dans la Convention, et à commémorer et honorer les personnes qui en sont victimes. Le Forum pour la mémoire vigilante, FMV en sigle, organisation non gouvernementale, se rallie au monde entier et à tous ceux qui se rassemblent du 7 au 8 décembre pour célébrer l'événement à la veille de la journée commémorative. Dans la conférence organisée à cet effet à Amsterdam, aux Pays-Bas, sous le thème « Le génocide après 1948, 70 ans de convention sur le génocide ». Le thème de la conférence vient à point nommé « Vu les instruments mis en place sur le plan international depuis 1948, qui pourtant restent inefficaces, car le crime de génocide s'est perpétré de nouveau en Asie, en Afrique et même en Europe, où des milliers de personnes ont perdu leur vie à cause de leur identité nationale, ethnique, raciale, religieuse et politique. Pire encore, dans certaines régions, l'idéologie de génocide se répand et gagne du terrain. De tout ce qui précède, le Forum pour la mémoire vigilante recommande ce qui suit. À l'Organisation des Nations Unies de s'investir fermement pour la mise en application de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, ainsi que tous les instruments qui se rapportent partout où la nécessité s'impose. De soutenir la promotion et le renforcement des programmes d'éducation. Le Forum pour la mémoire vigilante les interpelle au respect de leurs engagements. Je vous le disais dans les titres, les réfugiés burundais sont interpellés partout où ils sont de se mettre ensemble pour contribuer au retour à la paix au Burundi. C'est un message du président des réfugiés vivant au Rwanda, Patrice Nadoka, lors d'une activité sportive organisée dimanche en mémoire des Burundais qui ont été tués le 11 et 12 décembre 2015 après les attaques qui ont ciblé certains camps militaires. Reportage signé Rodrigue Ndikoumrami. Les réfugiés burundais vivant à Kigali au Rwanda, tous en tenue de sport, ont fait un départ vers 9h de la matinée de ce dimanche. Ils quittent le stade d'Amahoro pour marcher dans les différentes localités de la ville de Kigali. Après la marche, ils se sont rencontrés au terrain de football Aremela, le lieu où était prévu un match de football opposant les deux équipes Gasabo et Amatavu FC.
Patrice Nadohoka, le président de tous les réfugiés vivant au Rwanda, nous parle pourquoi ils ont organisé cette activité. C'est le début de la commémoration de cet événement qui officiellement sera célébré le 11 décembre, la semaine prochaine. Et c'est une façon alors de commencer cette activité-là. C'est dans ce cadre qu'on a organisé un match de football qui oppose ces jeunes que vous voyez. Oui, nous avons songé à cette date parce que la disparition de nos chers frères, chers fils et filles est une disparition particulière. Ils ont été massacrés, certains en pleine journée, d'autres en pleine nuit, et d'une façon vraiment très spectaculaire. Parce qu'ils ont tué beaucoup de gens, ils ont ciblé dans des quartiers. Il y en a des quartiers qui n'ont pas été touchés, comme vous le savez. Donc, ceci demande une concentration particulière et un effort particulier pour nous rappeler de ces événements. Les réfugiés burundais vivant à Kigali se sentent satisfaits de cette activité organisée par la Commission des réfugiés burundais vivant à Kigali. Pour lui, l'activité pareille aide les Burundais vivant en exil d'avoir une opportunité d'échanger, mais aussi de faire du sport pour l'entretien du corps. Comme d'habitude, tous les réfugiés qui sont à l'étranger, chaque mois de décembre, le 11 et le 12, nous célébrons à la mémoire de les nôtres que nous avons perdu le 11, où à cette époque, beaucoup de jeunes ont été tués, ont été capturés, les autres acheminés dans des différentes prisons au Burundi. Donc c'est aujourd'hui que nous avons profité de se rencontrer en faisant le sport, car la plupart des victimes du 12-11, ils aimaient beaucoup le sport. C'est pour cela que nous, qui vivons encore, nous avons opté de se rencontrer en faisant le sport. Cette activité, organisée en mémoire des victimes qui ont été massacrées sauvagement par le pouvoir du CNDD-FDD, parmi les rescapés de cette tragédie du 11 décembre et 12 décembre 2015, l'un des rescapés de cette tragédie du 11 décembre et 12 décembre 2015 a répondu présent à cette activité qu'il juge très importante. J'ai pris la décision de fuir le pays. C'était le 9 décembre, c'était mercredi. J'ai passé des jours dans un endroit caché. Ils ont détruit ma maison. Cette maison, c'est là où même que je faisais mon business. J'ai pris la décision de fuir. J'ai pris la direction de Kanyaru. Ils m'ont attrapé à Kanyaru. On a attrapé tous les jeunes en date du 11 décembre qui étaient dans des bus qui se dirigeaient au Rwanda. On accusait les jeunes comme si c'est eux qui ont attaqué les camps des militaires à Bujumbura. C'est pourquoi on m'a attrapé. Ils ont consulté mon téléphone et ils ont trouvé le nom d'un certain Joris de Chibitoki. Ils étaient au courant que Joris était mon ami, mon familier. Quand ils ont trouvé ça, ils m'ont dit, et c'est bien toi qu'on cherchait. Ils ont voulu me tuer, mais Dieu m'a protégé. Nous étions emprisonnés avec beaucoup d'autres jeunes. On a tué beaucoup de jeunes là où nous étions. Nous étions à 10 et c'est moi seul qui est toujours en vie. Patrice Nadohoka demande à tous les Burundais d'être solidaires en cherchant comment ils vont rentrer dans le pays natal, le Burundi. Oui, le message particulier pour cette journée, comme je vous le disais, c'est que les gens doivent songer à une chose. Et nous avons été bien accueillis dans ce pays d'exil, mais nous devons aussi songer à rentrer dans notre propre pays. C'est un message quand même qui vaut la peine puisque même si on est bien traité ici, on est en sécurité, on doit aussi songer à la sécurité de notre chère nation. Et comme ça donc, j'interpelle tous les réfugiés à se mettre ensemble pour mener une lutte commune afin d'aboutir à une réussite commune qui nous conduira bientôt dans notre pays. Le match de football qui a opposé les deux formations Gasabo et Amatavo FC a été terminé par un score de 2-2. L'activité suivante est prévue ce mardi et c'est ce mardi que c'est prévu une messe de requiem pour tous les Burundais qui ont été tués au Burundi en date du 11 décembre jusqu'au 12 décembre 2015. Merci à Rodrigue Ndikumwami. Des slogans d'injures ont caractérisé les manifestations de ce samedi 8 décembre 2018 dans tous les coins du Burundi. Elles étaient encadrées par des députés dans certaines provinces, des gouverneurs dans d'autres et dans la mairie de Bujumbura. C'est l'assistant du ministre de l'Intérieur, Tarsis Nyongabo,
qui a prononcé le discours du jour où il a renforcé les slogans des Imbonerakure qui injuriaient certaines personnalités de l'Afrique de l'Est et du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed. Révérien Bazikamwe pour plus de précisions. Dans les provinces du nord du Burundi, les Imbonerakure marchaient dans les rues en train de scander des slogans. Comme nos confrères de SOS Média l'ont écrit dans leur article de ce samedi, les cibles de ces manifestants de la province de Kirundo étaient l'ancien président de la République du Burundi, Pierre Buyoya, Agathon Rwasa, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, certains pays de l'Occident, l'ancien président tanzanien Benjamin William Mkapa, facilitateur dans le conflit burundais, et sans préciser les personnalités de l'Union africaine auxquelles ils s'en prennent. Ces Imbonerakure ont dit clairement qu'ils sont prêts à marcher sur Kigali et capturer vivant le président rwandais Paul Kagame. Ils ont mentionné qu'il faut s'en prendre aux biens et aux familles des gens recherchés par le régime Nkurunziza une fois ils ne sont pas extradés par les pays qui les hébergent. À Muyinga, c'était la même chose, sauf que les habitants semblaient ne pas comprendre l'intérêt de ces dernières qui irait jusqu'à la fermeture du marché, mais ils ont signifié à SOS Média qu'ils sont contraints d'y prendre part pour sauver les repos. Par contre, à Bujumbura, les manifestants qui ont pris le départ au rond-point des Nations Unies, situé tout près de la permanence des CNDD-FDD, ils se sont attaqués à Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine. Bujumbura lui a accusé de soutenir Pierre Buyoya, ancien président du Burundi. Il le disait dans les termes que je cite, « Toi, Monsieur Faki Mohamed, halte à tes bêtises, le Burundi est un pays souverain », fin de citation. La destination qui était prévue à la place de l'indépendance, c'est là où l'assistant du ministre de l'Intérieur, Tarcisse Nyongabo, a repris les mêmes slogans. Ces manifestations ont été organisées au lendemain d'une lettre que Pierre Nkurunziza a adressée au président ougandais, président de l'EAC et en même temps médiateur dans le conflit burundais, pour lui dire que le problème du Burundi est son voisin le Rwanda, qu'il désire qu'il y ait un sommet extraordinaire pour parler de ce conflit des voisins. Merci également à Révérien Bazikamwe. Et maintenant, c'est le moment de suivre le dossier de la semaine préparé en synergie par la télévision Renaissance et la radio Inzamba et la radio publique africaine. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'immunité provisoire convenue dans l'accord de Pretoria de 2003 entre le gouvernement de transition d'alors et le mouvement CNDD-FDD. Cet élément nous est lu par Darlene Ilakoze. Procurant l'immunité provisoire aux dirigeants politiques alors en exil. Cette seconde mesure devait permettre à ces dirigeants de rentrer au Burundi et de participer au gouvernement de transition envisagé dans l'accord. La loi réprimant le crime de génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité a été adoptée en avril et promulguée le 8 mai 2003. À cette époque, les dirigeants qui étaient censés bénéficier de l'immunité provisoire étaient déjà rentrés d'exil et bénéficiaient de facto de cette protection. La loi garantissait l'immunité provisoire pour les crimes réputés politiques sur une période de 2 ans et excluait spécifiquement de son champ d'application les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et les crimes de génocide. Cependant, comme le dit le rapport de Human Rights Watch, dans le protocole signé le 2 novembre, le gouvernement du Burundi et les FDD ont convenu d'accorder l'immunité provisoire à tous les leaders et combattants du CNDD-FDD ainsi qu'aux forces de sécurité du gouvernement du Burundi et d'adhérer aux accords mentionnés dans l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi en vue de la création d'un tribunal pénal international et d'une commission nationale vérité-réconciliation. Donc, selon Human Rights Watch, le protocole du 2 novembre offrait une protection bien plus large que celle qui avait été adoptée par l'Assemblée en août. Elle ne fixait aucune limite dans le temps et n'excluait aucun crime. Il est aussi dit dans ce rapport Human Rights Watch que selon une source diplomatique, ce sont les FDD qui sont à l'origine de cette demande d'immunité. Le mouvement rebelle aurait insisté pour obtenir cette protection comme en préalable à tout autre accord et pour la mesure soit étendue aux forces gouvernementales afin de masquer l'origine de l'initiative. Si cette information s'avérait exacte, poursuit le rapport, les officiels du gouvernement auraient donc accepté plutôt qu'exiger l'immunité.
Merci à Darlene Irakozé en emprisonnant justement les 4 officiers supérieurs retraités de l'armée burundaise. L'accord de Cotonou a été violé. Lecture faite par Maître Janvier Bigirimana. Selon lui, cette décision est politiquement motivée. Bigirimana trouve que cette situation ne pourra pas permettre d'accéder à la vérité. Suivez-le, il a été contacté par téléphone. D'abord, nous aimerions souligner que compte tenu des crimes graves qui ont été commis dans le passé, aujourd'hui, toutes les victimes sont dans l'attente de la vérité, sont dans l'attente de la justice, d'où toute initiative qui pourrait aboutir à une justice pourrait être considérée comme salutaire. Mais le problème sérieux, c'est que, en ce qui concerne l'accord de cessez-le-feu qui a été signé entre le gouvernement du Burundi et le CNDD-FDD en novembre 2003, le CNDD-FDD à travers le nouveau dossier d'Adaye est en train de violer cet accord au détriment d'une partie qui était protégée par l'accord. Nous pensons que c'est une situation d'injustice, une situation qui est politiquement motivée, mais une situation qui ne pourrait pas permettre ni d'accéder à la vérité, ni d'accéder à la justice. Dernier élément de cette édition, revenir sur la culture burundaise pour la renforcer. C'était l'objectif d'un concert organisé ce samedi à la maison Shalom à Kigali. Ce concert dont le principal artiste était le très expérimenté Gérard Ndikugayo qui appelle les jeunes à ne pas rompre avec leur culture. Franck Kazé nous en dit plus. C'est un concert qui semblait très attendu. Adultes et jeunes s'y étaient donné rendez-vous. Selon Ndikugayo Gérard, le but de ce concert était de rappeler l'importance de sauvegarder la culture burundaise. L'organisation du concert cadre merveilleusement avec les dessins de la maison Shalom au sein de laquelle il s'est tenu. Marguerite Baranghitse rappelle que c'est même pour cette raison que le centre a été acquis. La représentante de la maison Shalom n'a pas manqué de s'émerveiller du concert. Pour moi, c'était le rêve. Les rêves ont été réalisés ce soir. J'avais toujours rêvé, quand j'ai inauguré ce centre, c'était un centre communautaire. Communautaire, c'est-à-dire les 3 communautés, la communauté burundaise, congolaise et rwandaise. Et ce soir, c'était ça qui s'est passé. Ce soir, j'ai vu les personnes âgées, comme l'ancien Premier ministre Ndoua et Antoine qui étaient là, et la petite Mégane, qui se rencontrent pour rêver un monde où il fait bon vivre. Et c'est ça qui m'enchante. Et c'est ça donc, si on pouvait continuer. Le concert devait être une référence pour les jeunes. Gérard Ndikugayo appelle la jeunesse à prendre la relève pour la sauvegarde de leur culture. Pour lui, cette dernière se perd petit à petit avec les nouvelles générations. J'ai organisé ce concert parce que j'ai constaté que les jeunes actuellement, quand ils font leur musique, ils ne se soucient pas du tout de la musique traditionnelle burundaise. Alors, j'ai fait ça parce que, compte tenu de mon âge aussi, parce que, vous savez, quand un vieillard meurt, comme on dit, c'est une communauté qui part. Alors j'aimerais quand même, avant de le partir, je laisse quand même rester dans la relation de la musique burundaise. Voilà l'objectif principal de ce concert. Le concert était une belle opportunité pour la rencontre entre différentes générations. Un retour en arrière qui rappelle les heureux moments où les uns et les autres partageaient ce qu'ils savaient. Chansons, danses traditionnelles et modernes ont agrémenté la soirée, ce qui a éveillé de bons souvenirs chez Marguerite Baranghitse. D'abord, ça m'a rappelé mon enfance. Mon enfance chez mon grand-père le soir. Mon grand-père qui pouvait chanter la poésie pour les vaches. Et nous, on était là. On lui récitait des poèmes en français. Et on était ensemble. C'est ça qui va changer aussi.
C'est ça qui va créer, il y avait une cohésion, les personnes âgées avec les enfants qui étaient ensemble. Et ensemble, nous allons reconstruire cette région des Grands Lacs, le Rwanda et le Burundi. J'ai aimé qu'il y avait aussi l'Inanga des Rwandais. Et il y avait les tout petits qui dansaient la danse moderne. Et il y avait les personnes âgées qui nous donnaient aussi la musique traditionnelle. Et c'est ça qu'on devait. C'était la communauté burundaise. Les jeunes présents au concert se sont beaucoup réjouis de cette initiative, à l'exemple de cette jeune fille pour qui elle semblait se plonger dans un nouvel univers. J'ai été très honorée d'être invitée dans cet événement. Ça a été vraiment extraordinaire parce que j'ai encore vu une autre culture, parce que les gens, lorsqu'ils quittent leur pays et aillent dans un autre pays, ils oublient beaucoup leur culture, mais ça a été vraiment extraordinaire de voir qu'il y a aussi d'autres gens qui pratiquent la culture malgré qu'ils ont quitté leur pays. Et moi, j'ai été vraiment heureuse de voir encore ma culture ici. Gérard Ndikoubgayo annonce que ce concert était le premier de nombreux autres qu'il s'apprête à organiser. Merci à mon collègue Franck Kazé. Voilà, c'est ce qui prend fait cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.